Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le 18 mars 2022 et cette vidéo est la quatrième vidéo de ce que j'appelle la contre-campagne pour apporter des éléments d'information à nos concitoyens au moment de cette campagne électorale où l'on parle de tout sauf des vrais sujets. Alors il y a un sujet qui est quand même très important, qui domine, qui surplombe toute cette campagne, c'est le sujet, bien entendu, de la guerre en Ukraine et de l'intervention militaire russe. Alors, c'est dans tous les esprits. Il y a un élément quand même, parmi de nombreux éléments dont on ne parle jamais sur cette affaire, il y a un élément qui m'a beaucoup frappé, c'est que la quasi-totalité de nos concitoyens sont absolument convaincus que Vladimir Poutine serait complètement isolé dans le monde, et que l'ensemble de ce que l'on appelle la communauté internationale lui serait tombé dessus, qu'il serait terré au Kremlin comme dans un terrier, et qu'il ferait l'objet d'une désapprobation universelle. Alors c'est évidemment très important d'y voir clair sur cette question parce que nous sommes à un moment, l'élection présidentielle, c'est à un moment où on va falloir choisir le président de la République qui est le premier responsable de la position géopolitique de la France au cours des 5 prochaines années. Normalement, au moment d'une élection présidentielle, les questions internationales sont souvent considérées comme accessoires alors qu'elles devraient être au contraire au premier rang des préoccupations des Français. Lorsqu'il n'y a pas de guerre qui menace, il est vrai que ça concerne moins les Français que leur niveau de vie ou que la sécurité. Je le comprends parfaitement. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes en ce moment avec un risque réel de dérapage, de guerre qui pourrait même dégénérer en guerre mondiale ou en guerre nucléaire. On n'en est pas encore là, mais il faut faire quand même extrêmement attention à la situation. Or, tous les jours, on apprend qu'il y a de nouvelles mesures prises par les pays occidentaux contre la Russie, et on peut se demander jusqu'où tout ceci va nous mener. Alors, je suis là pour vous faire toucher du doigt quelque chose qui est presque incroyable. C'est que contrairement à ce que l'on nous a mis dans l'esprit, Vladimir Poutine n'est absolument pas isolé. La Russie n'est absolument pas au banc d'infamie des nations. Il est vrai qu'il y a eu un vote à l'Organisation des Nations Unies devant l'Assemblée générale des Nations Unies où il y a eu une large majorité d'États qui ont condamné son intervention. Mais condamner l'intervention, c'est un geste un petit peu symbolique. Reste ensuite à savoir ce qui se passe et ce que décident les États les uns après les autres. Alors, on va faire un tour d'horizon avec vous. Aujourd'hui, 18 mars, au cours, disons, des 15 derniers jours, quelles ont été les mesures très concrètes prises par un certain nombre de grands États du monde ? Je prendrai le 1er mars 2022, au début de ce mois-ci, on apprenait que l'Égypte tente en fait le non-alignement, et que l'Égypte, elle est bien embarrassée, comme un certain nombre de pays en voie de développement. Elle tente de retrouver un rôle de leader régional qu'elle avait un peu perdu depuis Sadat. Elle a appelé à une réunion d'urgence de la Ligue des États arabes. Mais bon, en gros, elle a condamné la Russie du bout des lèvres, mais en fait, elle n'a pas pris de sanctions du tout contre la Russie. Elle maintient un bon dialogue avec Moscou. Le 3 mars 2022, on apprend par Le Figaro que le Maroc ne veut plus suivre l'Europe sur la question ukrainienne. Pourquoi ? Parce que le roi du Maroc, Mohamed VI, en est un petit peu fatigué de voir que à chaque fois que le Maroc demande un soutien des États-Unis ou de l'Union européenne, notamment sur le fameux conflit du Polisario qui l'oppose à l'Algérie, le Maroc, en fait, n'est pas suivi. Il avait demandé, d'ailleurs, jadis, il y a une vingtaine d'années, d'entrer dans l'Union européenne. Ça lui avait été refusé. Le Maroc ne voit pas très bien pourquoi, finalement, il se priverait des échanges avec la Russie. Et donc, en fait, voilà, le Maroc, là aussi, va condamner du bout des lèvres la Russie, mais sans aller au-delà. En Algérie, pareil dans un premier temps, ne s'étant pas trop mouillé, ayant voté à l'Assemblée générale des Nations unies contre l'intervention russe en Ukraine. Mais, comme on le lit le 4 mars 2022,
dans un journal sur la situation en Algérie, on apprenait que le gouvernement d'Alger était très en colère après un appel qui avait été lancé par le gouvernement ukrainien de Kiev, le gouvernement du président Zelensky, qui avait tout simplement fait un appel à ce que des combattants volontaires, pour pas dire des mercenaires étrangers, viennent du monde entier en Ukraine, et pourquoi pas en particulier venus d'Algérie. Donc ça a beaucoup mis en colère le gouvernement algérien, qui s'est dit que c'était quand même une intervention tout à fait déplacée, et donc ils ont vivement condamné le gouvernement de Kiev, ce qui montre quand même une certaine distance, c'est le moins que l'on puisse dire, vis-à-vis des autorités ukrainiennes. Le 9 mars 2022, on apprend en lisant le journal Le Monde que l'Afrique du Sud se tient dans une très grande ambiguïté vis-à-vis de l'offensive russe. Officiellement, donc, l'Afrique du Sud a affiché sa neutralité, donc un peu Ponce Pilate, elle ne se mêle pas de cette affaire. Officieusement, en fait, les contacts continuent à un bon rythme entre Johannesburg et le Cap avec Moscou. N'oublions pas d'abord que du temps de l'URSS avait apporté un grand soutien à l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, donc avait soutenu notamment le Congrès national africain, qui est le parti du président actuel Cyril Ramaphosa. Mais de surcroît, eh bien maintenant, l'Afrique du Sud fait partie du groupe des BRICS, Brésil, Russia, Inde, China et South Africa, et donc fait partie d'un partenariat avec la Russie. Le 10 mars 2022, l'Express nous apprend que la guerre en Ukraine confirme l'émancipation des pays du Golfe, de certains pays du Golfe vis-à-vis de Washington. Là, ça a été l'une des surprises. C'est lors d'un vote qu'il y a eu au Conseil de sécurité de l'ONU, et non pas à l'Assemblée générale, les Émirats arabes unis, que l'on considérait comme un allié absolu des États-Unis, eh bien, lors du Conseil de sécurité, les Émirats arabes unis se sont abstenus. Vote qui d'ailleurs a été contre la Russie. La Russie a opposé son veto. Mais les Émirats arabes unis se sont abstenus. Pourquoi ? Parce que Dubaï, qui est l'une des principales villes des Émirats, l'un des 7 Émirats unis justement, l'Émirat de Dubaï est une plaque tournante, à la fois un hub pour le transport aérien, mais également une plaque tournante pour de nombreux échanges commerciaux, des foires, etc. Et aussi beaucoup de Russes qui passent à Dubaï, soit comme touristes, soit comme hommes d'affaires. Et puis la fermeture du ciel européen aux avions russes, et puis la fermeture du réseau SWIFT à certaines banques russes, a fait que les Émirats arabes unis font des bonnes affaires en ce moment avec la Russie. Et donc les Émirats, eh bien, ont dit aux États-Unis qu'ils pouvaient aller voir ailleurs pour prendre des sanctions et qu'eux ne le feraient pas et qu'ils continueraient à avoir de très bonnes relations avec la Russie. Puisqu'on suis à parler des Émirats arabes unis, parlant d'un pays juste à côté, le 13 mars, on a appris que Israël est très active sur l'affaire russo-ukrainienne. Vous le savez, je l'ai déjà dit, que le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est rendu en Russie rencontrer Vladimir Poutine, puis en Ukraine. Et d'ailleurs, à la sortie de son entretien avec Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien a dit que Vladimir Poutine n'était pas du tout un fou, qu'il était parfaitement rationnel. Ensuite, il est allé voir Zelensky et il a dit à Zelensky, écoutez, acceptez les 4 positions, les 4 demandes de Poutine, je ne vois que ça. Du coup, Zelensky l'a envoyé se faire cuire un œuf. En tout cas, Zelensky n'a pas donné suite au conseil pourtant judicieux du Premier ministre israélien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'Israël prend cette position alors que c'est traditionnellement un allié évident des États-Unis et réciproquement ? Eh bien parce que Israël a un intérêt à ménager Moscou pour toute une série de raisons, notamment sur la question syrienne et sur la question iranienne. Sur la question iranienne, il y a toujours ces négociations sur le nucléaire iranien où la Russie joue ou peut jouer ou peut ne pas jouer un rôle absolument majeur. Et donc, Israël souhaite rester en excellents termes avec Moscou. J'ajoute de surcroît et que parmi les oligarques russes qui sont frappés
de boycott ou dont les avoirs sont gelés. Il y en a un certain nombre qui sont connus par Israël, qui sont des oligarques qui sont de confession juive et que connaît notamment le Premier ministre israélien. Donc le Premier ministre israélien, eh bien, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, n'est pas du tout sur une ligne dure vis-à-vis de la Russie, même si, pour ne pas trop chagriner Washington, il dit bien entendu qu'il condamne ici et ça. Mais les mesures pour l'instant de rétention, les sanctions ont été extraordinairement faibles, si même elles ont eu lieu. Le 14 mars, on apprenait que le Japon et la Corée ont fait savoir qu'ils ne veulent pas se faire couper le gaz russe. Alors, vous savez que le Japon et la Corée sont quasiment deux colonies américaines depuis le premier depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la seconde depuis la guerre de Corée. Ce sont des pays dans lesquels il y a des soldats américains qui sont en faction en permanence, il y a des bases américaines, donc ce sont des pays dont la politique étrangère est extraordinairement contrainte par les États-Unis d'Amérique. Donc bien entendu, ils ont condamné les actions de Vladimir Poutine, mais d'une façon tout à fait étonnante. Je crois même que le Japon a pris des sanctions, contraints et forcés par Washington, mais d'une façon quand même assez étonnante. Le Japon et la Corée ont dit qu'il était hors de question pour eux de ne plus acheter du gaz russe qui leur est livré par l'Extrême-Orient russe. En ce sens, d'ailleurs, ils ont une politique qui se rapproche de la politique allemande, puisque je rappelle qu'en Allemagne, eh bien, l'Allemagne, tout en étant membre de l'Union européenne, a quand même fait savoir qu'il était hors de question qu'elle arrête d'acheter son gaz. Et d'ailleurs, elle a demandé et obtenu que les banques avec lesquelles elle traite puissent continuer à utiliser le réseau SWIFT. C'est-à-dire que l'Allemagne ou le Japon ou la Corée, quand leurs intérêts les plus vitaux sont en jeu, savent taper du poing sur la table, alors que nous avons notre Macron en France qui, lui, on a l'impression qu'il ne protège strictement rien. Quand on pense que la présidente de la Commission européenne trouve tout à fait normal que l'on continue à importer des hydrocarbures venant de Russie pour l'Allemagne, que l'on ne retire pas les banques russes qui s'en occupent du réseau SWIFT, tout ça pour servir les intérêts allemands, elle trouve en revanche tout à fait normal que l'on ait décidé, l'Union européenne a décidé un embargo de vente des produits de luxe vers la Russie, c'est-à-dire que c'est la France et en second lieu l'Italie, mais en premier lieu c'est la France qui est la victime. Donc encore une fois, la France est le dindon de la farce. Alors, le 15 mars 2022, le lendemain, la lecture du Monde nous apprenait que l'Inde, qui est quand même le deuxième pays le plus peuplé du monde, et peut-être bientôt dans quelques années le premier, puisque la natalité est supérieure à celle de la Chine, l'Inde où il y a plus d'1,3 milliard d'habitants, l'Inde négocie avec Moscou son achat de pétrole. Les relations entre Moscou et New Delhi sont tout à fait satisfaisantes. Le Premier ministre Narendra Modi, le Premier ministre du Bharatiya Janata Party, c'est-à-dire le parti de la mer Indienne, a refusé de condamner l'attaque russe contre l'Ukraine et il ne tient aucun compte des appels des États-Unis ou de l'Union européenne à prendre ses distances avec Vladimir Poutine. Le 16 mars 2022, la lecture de Jeune Afrique nous apprend qu'au Mali, où décidément l'opinion est de plus en plus anti-française, et notamment les actions du gouvernement, on a appris d'ailleurs hier ou avant-hier que désormais le Mali a interdit, a jugé persona non grata RFI et France 24, c'est-à-dire que le Mali a fait aux organes, aux médias français en Afrique a réservé le même sort que ce que l'Union européenne a réservé à Russia Today et à Sputnik dans les pays de l'Union européenne et en particulier en France. Eh bien, dans toute cette évolution au Mali et au Sahel de façon plus générale, eh bien, il y a l'ombre portée par la Russie, avec notamment les fameux mercenaires de la compagnie Wagner, dont on parle beaucoup. Et il faut savoir qu'au Mali, Sadio Camara, qui est un des hommes de l'ombre très très puissant à Bamako, s'est rendu il y a quelques jours, donc c'était le 16 mars, s'est rendu à Moscou pour poursuivre des négociations intenses et un rapprochement diplomatique dont l'objectif, on croit le comprendre, et l'un des objectifs en tout cas, c'est de évincer la France
de ce pays avec lequel on est quand même si proche depuis tant d'années et qui maintenant les relations sont devenues très mauvaises. Donc en l'espèce au Mali, ce n'est pas la Russie qui est isolée, c'est bien la France qui l'est de plus en plus. Le 17 mars, hier, on a appris que le Brésil a demandé l'aide de la Russie pour construire un sous-marin nucléaire, à propulsion nucléaire. Alors, c'est le journal de São Paulo qui l'a révélé. Ça fait suite au voyage récent du président Bolsonaro à Moscou. Il a été reçu il y a une quinzaine de jours, d'ailleurs reçu très très gentiment par Vladimir Poutine, qui l'a fait asseoir à une table qui faisait 50 centimètres ou 60 centimètres de large, et non pas 10 mètres comme il avait reçu Emmanuel Macron. Voilà. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé tout simplement que les États-Unis d'Amérique, qui devaient construire un sous-marin pour le Brésil a demandé de bénéficier d'un sous-marin à propulsion nucléaire en se prévalant de la jurisprudence australienne. Vous vous rappelez que le Royaume-Uni, qui a retrouvé une diplomatie mondiale depuis qu'il est sorti de l'Union européenne avec le Brexit, le Royaume-Uni, avec les États-Unis et l'Australie, a évincé la France à l'automne de l'année dernière d'un marché de sous-marins classiques que nous avions vendus à Canberra, et pour avoir maintenant des sous-marins à propulsion nucléaire fabriqués notamment aux États-Unis, mais avec des transferts de technologie à l'Australie. Ce qui est totalement interdit, normalement. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande a protesté, qui est un pays juste à côté et qui est un pays très anti-nucléaire. Bref, on a vu l'apparition d'une nouvelle alliance, AUKUSA, Australia, Royaume-Uni, United Kingdom et USA. Le Brésil, voyant cela, s'est dit « mais pourquoi moi je n'aurais pas de sous-marin nucléaire ?» Donc Bolsonaro a demandé à Washington, et à Washington on a dit non. Donc Bolsonaro, quand il s'est rendu à Moscou, eh bien il a fait cette demande. Évidemment, les Russes sont trop contents de pouvoir rendre un bon service au Brésil, qui est quand même le géant de l'Amérique du Sud. Et donc les relations entre Brasilia et Moscou semblent finalement au beau fixe, malgré l'affaire ukrainienne. Alors ensuite, eh bien aujourd'hui même, on a appris toute une série d'informations qui tombent de plus en plus. On apprend quoi? On apprend à la lecture de Courrier international que la guerre en Ukraine révèle au grand jour le divorce entre Washington et Riyad, c'est-à-dire avec l'Arabie saoudite. Voilà. J'ai déjà dit tout à l'heure que avec les Émirats arabes unis, il y avait de l'eau dans le gaz, c'est le cas de le dire, entre les États-Unis, entre Washington et les Émirats arabes unis. Il y a Abu Dhabi, il y a Dubaï, Sharjah, Ras Al Khaimah, etc., Fujairah. Ce sont les différents Émirats arabes unis. Eh bien, il en est de même avec l'Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite a compris tout ce que je vous dis là fait l'objet de beaucoup de conversations dans les chancelleries du monde entier. L'Arabie saoudite, comme beaucoup de pays du monde, commence à comprendre que le vent tourne au détriment de l'Occident. Commence à comprendre que, contrairement à ce que l'on nous dit, bien sûr que c'est un acte illégal ce qu'a fait Vladimir Poutine. Je l'ai dit 15 fois, c'est la 16e fois que je le dis. Il n'avait pas le droit d'intervenir en Ukraine comme il l'a fait. C'est contraire au droit international. Et je suis de ceux qui, évidemment, regrettent tous les morts qu'il peut y avoir. Même la différence entre moi et certains des commentateurs qu'on entend à la radio et à la télévision française, c'est que moi, je déplore les morts des deux côtés. Je ne suis pas hémiplégique. Je ne suis pas là à uniquement me focaliser sur les morts du côté ukrainien et à considérer que c'est très bien qu'il y ait depuis 8 ans des morts du côté russophone et dans les républiques de Donetsk et de Luhansk. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les diplomaties, les chancelleries dans tous les pays du monde, dans des pays normaux si j'ose dire, se renseignent, ils ont des ministères des Affaires étrangères pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de toute cette affaire. Et tout simplement, eh bien, les ministres des Affaires étrangères de tous ces pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, etc., eh bien, s'ils étudient le dossier, comme je l'ai fait devant vous lors de ma vidéo qui a dépassé le 1 million de vues, et puis comme je l'ai fait également par toute une série de tweets récents qui expliquent comment s'est passée cette affaire,
l'ensemble des pays du monde a compris qu'en fait, comment dirais-je, le responsable numéro un de toute cette affaire, ça n'est pas la Russie, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui, depuis 8 ans, ne cesse de pousser et de titiller, de voir jusqu'où l'ours russe va pouvoir accepter qu'on pousse ses affaires. Je signale d'ailleurs à ce propos un excellent article qui a été publié de Diana Johnston et qui a été publié notamment dans la revue Contrepoint, dont je vous conseille la lecture. C'est un article très bref. Diana Johnston est une journaliste américaine de grand renom, qui est très connue dans la gauche américaine, notamment depuis les années 70 et 80, et elle a dit exactement ce que je viens de dire. Aujourd'hui également, le 18 mars 2022, eh bien, la lecture de la BBC, l'audition de la BBC nous apprenait que les États-Unis commencent à être extrêmement mécontents de ce qui se passe en Afrique, puisqu'il est vrai que lors du vote à l'Assemblée générale des Nations unies dont je parlais tout à l'heure, il y avait quand même 17 pays d'Afrique qui se sont abstenus de condamner la Russie, 8 qui se sont fait porter pâle, qui n'étaient même pas là. Et donc les États-Unis se rendent bien compte que l'Afrique est un pays qui ne répond pas vraiment. J'ai parlé d'ailleurs tout à l'heure de l'Afrique du Sud. J'aurais pu citer un autre exemple qui est le Kenya. Le Kenya où l'on se garde bien de condamner la Russie. Donc ça veut dire que là aussi, les États-Unis constatent bien qu'ils n'ont plus la main sur le monde en fait. Et puis aujourd'hui encore, on a eu cette information assez incroyable, c'est que le président Biden a eu un entretien très long de 2 heures par vidéo, avec le président chinois Xi Jinping. Alors 2 heures de vidéo entre les deux présidents des deux premières puissances économiques mondiales, c'est quand même beaucoup. Et on avait su par la Maison-Blanche avant l'entretien, la Maison-Blanche avait fait savoir que Washington allait mettre en garde Pékin contre un soutien chinois à la Chine. Ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu, parce que la Chine, c'est évidemment le pays le plus peuplé du monde. C'est également quasiment maintenant la première économie du monde, en parité de pouvoir d'achat en tout cas. Et pour la Chine, c'est responsable. Le Quai d'Orsay local, le ministère des Affaires étrangères chinois l'a déjà dit. Ils ont fait cette déclaration. La Russie est un pays ami, un partenaire, et il n'est pas question de le sanctionner. Donc, le porte-parole, l'un des porte-paroles du ministère chinois des Affaires étrangères, a également précisé ceci. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, les sanctions ne sont pas une solution efficace pour résoudre les problèmes. La position constante de la Chine est de s'opposer à toutes les sanctions unilatérales, illégales. La Chine et la Russie continueront donc de mener une coopération commerciale normale dans un esprit de respect et de bénéfices mutuels. Voilà. Ça, c'est dit. Alors ça, c'était la position officielle connue du ministère des Affaires étrangères chinois jusqu'à aujourd'hui. Les Américains étant très inquiets de rumeurs qu'ils ont d'ailleurs contribué à faire circuler comme quoi Vladimir Poutine demanderait un soutien à la Chine, notamment en matière financière, en matière de fourniture de produits électroniques, aussi en matière d'armement. Et donc les Américains, évidemment, sont quand même très embarrassés devant cette affaire. Ils devraient l'être d'autant plus qu'il est évident que les Chinois, en fait, ont intérêt à soutenir la Russie face aux États-Unis, puisque les Chinois, je l'ai déjà dit, je le redis, les Chinois sont l'objet des mêmes manœuvres de déstabilisation des États-Unis et notamment de la CIA sur leur propre territoire. De la même façon que l'on a appris il y a quelques jours par une enquête exclusive qui a été publiée sur le réseau Yahoo, on a appris que depuis 2014, il y avait des opérations secrètes, un programme secret de la CIA en Ukraine pour former les armées ukrainiennes contre éventuellement l'armée russe et en tout cas contre les républiques autonomes de Donetsk et de Luhansk. Alors ça, c'est pas besoin de faire un dessin aux Chinois parce que c'est ce qu'ils ont à domicile.
Il faut bien comprendre que les émeutes qui sont fomentées au Xinjiang avec les Ouïghours, ou les émeutes régulières et sporadiques qui sont fomentées au Tibet depuis les années 50, sont fomentées par la CIA. Il y a les États-Unis derrière. Ça ne veut pas dire, quand je ne dis ça, je ne dis pas que le sort réservé aux Ouïghours ou réservé aux Tibétains est un sort extraordinaire. C'est vrai qu'il y a des répressions, c'est exact. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a la CIA derrière et que la CIA exagère d'ailleurs la situation. Elle fait croire, par exemple, qu'il y aurait des génocides. La CIA a le mot génocide assez facile quand il s'agit d'essayer de diaboliser ses adversaires. Non, il n'y a pas, semble-t-il, de génocide au sens précis du terme chez les Ouïghours. Il y a des gens qui sont mis dans des camps, dans des camps de rétention, mais il n'y a pas d'extermination. Ça n'est pas vrai. C'est un mensonge. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre ce qui s'y passe. Mais ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire que le comité de défense des Ouïghours, comité international de défense des Ouïghours, a son siège aux États-Unis d'Amérique. J'ai déjà dit plusieurs fois que la famille du Dalai Lama a émargé sur le payroll de la CIA. Alors, il est évident que les dirigeants chinois, même s'ils trouvent que la méthode de Poutine est quand même assez musclée d'intervenir comme ça en violant le droit international, ils sont les premiers à reconnaître que ce que font les Américains, ces manœuvres de déstabilisation, ces ingérences dans les affaires intérieures des autres États, ces manœuvres organisées par des services de déstabilisation, c'est aussi contraire au droit international. Et ça arrive avant la réaction de Poutine. Donc il est évident que les Chinois, certes, ne veulent pas trop se mettre mal avec les Américains parce qu'ils essayent de jouer tout ça tout en douceur. Les Chinois considèrent que de toute façon, la pire des choses qui peut arriver, c'est un conflit mondial, parce que sans conflit planétaire, tant que les choses durent comme elles sont, c'est eux qui sont en train de devenir la première puissance du monde. Donc les Chinois n'ont pas envie qu'il y ait des conflits planétaires qui remettent tout en cause, notamment sur le processus dit de mondialisation qui enrichit considérablement la Chine, à la fois financièrement, en matière de production industrielle, en matière de recherche scientifique, en bref, dans tous les domaines. Et puis n'oublions pas non plus, bien sûr, que le Xi Jinping et les dirigeants chinois pensent à l'île de Taïwan, l'île de Taïwan irrédente qui est protégée par les États-Unis. Et il est évident que les dirigeants de Pékin regardent Taïwan de la même façon que Poutine regarde la rive orientale du Dniepr, c'est-à-dire la partie orientale de l'Ukraine. Alors, ça valait le coup. J'ai regardé ça aujourd'hui d'un œil assez intéressé. Les choses sont très graves, mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu amusant parce que il est assez extraordinaire de voir ce que Xi Jinping a répondu aux demandes de Biden, qui demandait des sanctions, qui demandait d'être surtout pas proche de Poutine, de se dégager de Poutine, etc. Sinon, ça allait barder. Sinon, les États-Unis allaient prendre des sanctions à l'encontre de Pékin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a répondu Xi Jinping, du moins ce que l'on sait de ce qui a été sorti dans les agences de presse, ce sont des chefs-d'œuvre de diplomatie assez biscornue, assez chinoise, qui en fait ne disent rien. C'est très poli, mais ça ne dit rien du tout. Alors, je cite le président chinois. Il a dit « La crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitions voir arriver ». Ah oui, ça c'est... Tout le monde aurait pu le dire. Je veux dire, tout le monde est d'accord sur cette phrase. Donc c'est vraiment... C'est un peu se moquer du monde. Il n'y a aucune concession là-dedans. Le président chinois Xi Jinping a dit également « En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et en tant que les deux premières économies mondiales, donc États-Unis et Chine, il nous incombe non seulement de conduire les relations sino-américaines sur la bonne voie, mais aussi d'assumer nos responsabilités internationales et de travailler à la paix et la tranquillité dans le monde. » Réécoutez cette phrase. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Tout le monde aurait pu dire ça. C'est vraiment se moquer du monde. C'est vraiment être extrêmement poli, mais en fait pour ne strictement rien dire. En attendant, mais Biden n'a toujours pas obtenu ce qu'il cherchait, c'est-à-dire que Pékin
derrière tout ce galimatia, on dirait presque un discours à la Macron, qui veut rien dire, eh bien, en fait, Pékin n'a toujours pas condamné l'invasion russe. Et plus encore, Pékin, par plusieurs déclarations, a mis en cause la responsabilité du conflit sur le compte de l'OTAN. Xi Jinping aurait dit également, je cite encore, les relations entre États ne peuvent aller jusqu'à la confrontation armée. Les conflits et les antagonismes ne sont dans l'intérêt de personne. La paix et la sécurité sont les biens que la communauté internationale doit avoir le plus à cœur. Voilà. Fermer le banc pour Xi Jinping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biden, il s'est heurté à un os. Alors on voit, nous, on est dans l'hémisphère occidental. Nous, on est une colonie américaine. On nous impose une pensée. On nous fait croire des choses qui sont fausses. On nous fait croire, par exemple, que Poutine serait complètement isolé dans le monde, alors que c'est le contraire qui est vrai. C'est plutôt l'Occident qui est de plus en plus isolé. Je vais vous le montrer avec une carte finale. Mais on voit que là, on nous présente Biden aller rouler des mécaniques. Le pauvre, il n'a plus tout à fait l'âge d'ailleurs de rouler des mécaniques. Enfin, on allait rouler des mécaniques devant le président chinois. Le président chinois, il a été très 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 poli. Les Chinois sont toujours d'une exquise politesse, en général, mais une politesse qui, en l'espèce, n'a pas cédé 1 centimètre, 1 millimètre aux États-Unis d'Amérique. Puis je voudrais terminer cette revue un petit peu mondiale. J'aurais pu parler des 195 pays du monde, mais ça aurait fait trop. Je voudrais terminer par le Mexique. Parce que le Mexique, c'est un pays d'abord que j'aime bien, je suis allé visiter, qui est un pays magnifique. Mais le Mexique, il a à sa tête un président mexicain, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui s'appelle Andrés Manuel López Obrador, et qui est quelqu'un qui, allez voir sa vie, dans sa biographie sur Wikipédia, c'est quelqu'un plutôt venu de la gauche, qui est un professeur, et qui, en fait, si vous regardez son parcours, il en a vraiment beaucoup bavé pendant sa vie, et notamment ce sont les Américains qui en ont fait baver. Alors, c'est un homme posé, c'est un homme qui doit avoir une soixantaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui exerce très bien ses fonctions de président mexicain. C'est sans doute le meilleur président mexicain depuis belle lurette. Il sait très bien la position géostratégique du Mexique. Il sait malheureusement, je l'ai déjà dit pour Cuba, mais les Mexicains disent la même chose. Les Mexicains savent qu'ils sont si loin de Dieu et si près des États-Unis. Ils savent, vous savez que dans toute l'Amérique latine, il y a quand même une hostilité ancestrale face aux gringos, c'est-à-dire face aux Américains du Nord, et en particulier face aux États-Unis. Donc il le sait tout ça, mais il sait aussi qu'il y a des principes de réalité. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est pas au Mexique qu'il va se permettre d'installer des bases militaires russes pointant des missiles sur le Texas, sur la Californie, parce qu'une chose est certaine, c'est que le président Obrador, il sait très bien que les Américains n'auraient pas la patience de Poutine qui a attendu pendant 8 ans qu'on arrête de l'embêter. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit récemment que... Alors, il a fait soyons précis, le Mexique a voté la condamnation par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais à part ça, en réalité, voilà, le président Obrador, comme le président Xi Jinping, comme le président sud-africain, comme le premier ministre israélien, fait partie de ces chefs d'État ou chefs de gouvernement qui sont prudents face à une affaire comme celle-ci et visent d'abord et avant tout à défendre les intérêts nationaux de leur propre pays, tout en sachant la vérité. La vérité, c'est que les Russes n'ont jamais eu une réputation extraordinaire de délicatesse. C'est quand même un ours. Mais enfin, ils savent très bien, tout le monde sait très bien, que l'ours, on l'a cherché pendant 8 ans et que les Américains sont là à l'avoir agacé, irrité. Un agacement qui est allé quand même jusqu'à faire 14 000 morts dans les républiques de l'Est. Voilà, les Américains ont agacé l'ours, mais maintenant ils sont mécontents, ils se rendent compte que l'ours s'est mis en colère. Voilà, c'est exactement ça. Alors,
Le président mexicain, lui, il veut ménager évidemment le voisin du Nord, mais il sait très bien qu'au premier chef, c'est d'abord l'OTAN et les États-Unis qui sont responsables. Donc, après avoir condamné à l'Assemblée générale l'intervention militaire russe, qui devait être condamnée, d'ailleurs j'ai été, on peut pas dire le contraire, j'ai été en France quand on m'a interrogé. On m'a même interrogé avant que l'intervention n'ait lieu. C'était sur la chaîne Israël 24 News. Et je l'avais dit. J'avais dit si Poutine intervient militairement en Ukraine, je serai le premier à condamner. Une question très précise, monsieur Asselineau. Si demain, si dans les jours prochains, il y a une opération militaire, une invasion, ou simplement une opération militaire qui n'est pas une invasion complète de l'Ukraine par la Russie, vous condamnerez cette opération militaire ou non? Oui, je condamnerai cette opération puisqu'elle sera contraire au droit international. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui suis très attaché au droit international. Donc s'il y a effectivement une invasion spontanée de la Russie contre l'Est de l'Ukraine, je condamnerai cette opération bien sûr. Mais encore faudra-t-il vérifier dans quelles conditions tout ceci se passe. Parce qu'on présente dans les médias français M. Poutine comme étant un agresseur. Quand on regarde, il suffit de regarder les bases militaires de l'OTAN ou des États-Unis sur tout le pourtour de l'Est européen, le pourtour de la Russie, on ne peut quand même qu'être sidéré. Il y a quand même 300 soldats français du 5e régiment de chasseurs qui font des exercices en ce moment même dans une base militaire en Estonie, à 100 km de la frontière russe, à 250 km de Saint-Pétersbourg, où nous avons des chars Leclerc, des engins blindés. Mais qu'est-ce que l'on ne dirait pas s'il y avait des engins blindés russes qui étaient à Andorre, à 200 km de Toulouse? Donc, je suis comme le président mexicain, je suis d'accord qu'il fallait condamner. Mais à part ça, le président López Obrador a pris des positions très nuancées et allant plutôt dans le sens de la Russie. Il a affirmé notamment que toute représaille économique envers la Russie serait malvenue, car le Mexique entend maintenir de bonnes relations avec tous les gouvernements du monde et préserver la possibilité de dialoguer avec les parties en conflit. Ça, c'est un discours de chef d'État. Il n'a d'ailleurs pas pris de mesures de sanctions. Le président Obrador a dit qu'il considère qu'il ne relève pas... Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit qu'il considère qu'il ne relève pas de la responsabilité du Mexique de décréter des sanctions, que cela reviendrait à assumer une forme de protagonisme dans une guerre qui n'est pas la sienne. C'est quand même pas mal de dire ça. Président du Mexique, il dit « ça n'est pas ma guerre ». Les Mexicains, ça n'est pas leur truc. Entre le Mexique et l'Ukraine, qui a appartenu pendant des siècles, du moins certaines parties de l'Ukraine ont appartenu pendant des siècles à l'empire des tsars, ça n'est pas à nous d'aller se mêler de ce qui se passe en ce moment entre Moscou et Kiev. Le président mexicain a également dit qu'il est plus important de se concentrer sur la promotion du dialogue pour mettre fin aux hostilités. En fait, c'est exactement, on me permettra de me citer moi-même, mais c'est exactement ce que je dis. C'est en fait exactement ce que je dis. Mais je voudrais conclure ce florilège par cette cerise sur le gâteau. Le président mexicain, il a eu cette formule que je trouve extraordinaire. Il a condamné toute forme d'invasion, en particulier de la part d'une puissance mondiale. Alors c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est une phrase à double entente. Il condamne toute forme d'invasion, c'est-à-dire pas seulement militaire, en particulier d'une puissance mondiale. Il n'a pas dit en particulier de la Russie, en particulier d'une puissance mondiale. C'est-à-dire que sa phrase est un chef-d'œuvre d'intelligence, de finesse politique. En fait, il condamne dans le même mouvement la Russie et les États-Unis, puisque l'invasion par la CIA, par l'armée américaine qui faisait des exercices militaires dans la base de Yavoriv près de Lvov, qui a été bombardée par la Russie le 13 mars dernier, c'est bien une invasion par une puissance mondiale. Moi, je dis chapeau du point de vue diplomatique au président mexicain. Voilà. Alors, je termine ce tour d'horizon pour dire la réponse à ce que je disais au début. Non, le président Poutine n'est pas
spécialement isolés, contrairement à ce que l'on nous a dit. Il y a évidemment beaucoup de pays qui l'ont condamné à l'Assemblée générale, mais c'est une condamnation un peu formelle à l'Assemblée générale. Mais concrètement, tout le monde sait qu'en diplomatie, en politique aussi d'ailleurs, et puis dans la vie quotidienne aussi, il y a parfois, comme on dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. J'ai trouvé sur Internet cette carte, ce n'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai trouvée sur Internet, elle est assez intéressante, mais il y a quand même à manier avec précaution. C'est une carte qui essaie de cartographier au 7 mars les réactions à l'invasion de l'Ukraine. Et l'on voit sur cette carte que vous avez devant vous les pays qui sont en bleu sarcelle foncé, qui sont ceux qui ont condamné vivement la Russie et qui ont pris des sanctions. Et vous y voyez quoi? Vous y voyez l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Vous y voyez les pays de l'Union européenne. Vous y voyez l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis, c'est à peu près tout, en y ajoutant le Japon et la Corée, mais dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que cette carte est un peu à prendre avec des pincettes, parce que le Japon et la Corée, ils n'ont pas vraiment pris de sanctions. Ils en ont pris un petit peu, mais enfin, ils ont bien fait savoir qu'ils voulaient continuer absolument à acheter du gaz. Et puis on trouve, côté latino-américain, on trouve également la présence de la Colombie, de l'Équateur, du Costa Rica et du Paraguay. Bon, les spécialistes de l'Amérique latine savent que ce sont des pays qui sont complètement sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire que dans le monde, si l'on veut bien comprendre que ces pays qui sont de couleur bleu sarcelle, bleu turquoise très foncé, sont les seuls qui ont condamné et pris des sanctions puissantes à l'égard de la Russie, eh bien on s'aperçoit que c'est en fait l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, l'OTAN sur l'Europe, et puis les prolongements en Extrême-Orient, en Asie, dans le Pacifique Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est le pacte ANZUS, dans le Japon et la Corée, et puis quelques pays d'Amérique du Sud. Voilà. Le reste, eh bien, les pays qui sont en bleu turquoise clair sont des pays qui ont condamné sans prendre de sanctions. On voit notamment, vous avez vu, il est question là, le Mexique par exemple, je vous ai montré. Le Mexique, il a condamné à l'Assemblée générale, puis c'est tout, il s'est contenté de ça, et pour le reste, le Mexique eh bien refuse la moindre sanction et en fait tient des propos qui sont tout à fait en faveur de la Russie. C'est pareil, on l'a vu avec l'Égypte. J'aurais pu parler aussi de l'attitude ambiguë de la Turquie. Quant à l'Arabie saoudite, vous voyez que les choses ont quand même évolué depuis l'établissement parce que on peut pas dire qu'ils aient beaucoup condamné la Russie. En tout cas, ils sont en délicatesse, ils sont en froid avec Washington, de même que les Émirats arabes unis, qui apparaissent en bleu turquoise sur cette carte, comme s'ils étaient un peu d'accord, en fait, de moins en moins. Sur cette carte, vous voyez également en couleur terre claire ou bistre clair, vous avez les États qui ont refusé toute condamnation. Donc vous voyez qu'il y a quand même l'ensemble eurasiatique qui est très représenté, mais également beaucoup de pays africains. Et puis vous avez en rouge foncé, eh bien vous avez les pays qui soutiennent la Russie. Donc c'est un véritable soutien. On y voit la Russie, bien sûr, mais on y voit également la Syrie de Bachar el-Assad, l'Éthiopie, la Birmanie, la Corée du Nord, le Venezuela. Mais ce serait un tort, parce que j'ai vu ça sur Internet, des gens qui disent qu'en fait Poutine n'était soutenu que par des pays épouvantables qui sont la Corée du Nord, le Venezuela, la Syrie, la Birmanie. Voilà. Non, ça n'est pas vrai. Il se trouve que ces pays comptent parmi les pays un peu parias du monde pour toute une série de raisons. Donc eux, comme ils sont un peu les parias et qui sont en guerre quasiment ouverte avec les États-Unis d'Amérique, eux, ça ne les dérange pas d'afficher un soutien de crâner, si j'ose dire, sur la scène mondiale, d'afficher un soutien massif à la Russie, ce qui est quand même pousser le bouchon un peu loin. Mais ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'il faut bien comprendre que tous ceux qui ne sont pas en bleu turquoise foncé ni en rouge foncé, c'est-à-dire ceux qui sont en bleu turquoise pâle ou en couleur beige, eh bien, sont des pays qui soit n'ont pas condamné la Russie,
sans la soutenir ouvertement, c'est le cas de la grande majorité des pays que j'ai cités, soit ont condamné du bout des lèvres la Russie, mais ont maintenu avec elle des relations tout à fait satisfaisantes, jusque y compris par exemple à développer des accords pour de construction de sous-marins nucléaires. En conclusion générale, ça devrait inciter toutes les personnes qui m'écoutent à deux réactions très importantes. Premièrement, la presse, je suis désolé, la presse française ne fait pas son travail. La presse française qui veut faire croire aux Français que la Russie serait au bout du rouleau, complètement isolée dans le monde, que Poutine serait un paria international, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Ça, c'est la première chose. Encore une fois, je ne suis pas là pour soutenir Poutine. Je suis là pour dire ce que je pense être la vérité. Et ce que je pense être la vérité, c'est que tout ceci ne se serait pas produit si les Américains étaient restés chez eux. Et si les Américains et l'OTAN avaient décidé une fois pour toutes que l'Ukraine appartenait à la zone d'influence de la Russie, de même que les États-Unis considèrent que le Mexique fait partie de sa zone d'influence et Cuba également. Et puis alors, ce que je voudrais dire enfin, c'est que si on y réfléchit bien, c'est assez inquiétant pour l'Occident. Parce que ce que l'on voit, c'est que Washington n'impressionne plus vraiment comme avant. Et l'Union européenne encore moins. On est en train de voir avec cette carte et avec tous les éléments que je vous ai donnés auparavant, on est en train de voir se dessiner un nouveau monde, qui est un monde, le monde du XXIe siècle, ne sera pas le monde sous influence américaine, tout le monde mangeant du McDo. Non, non, non. Non. Le monde du XXIe siècle, qu'il apparaît, c'est un monde où la puissance des pays de l'OCDE ou de l'OTAN, enfin en gros l'Amérique du Nord et l'Europe plus Japon-Corée, eh bien cette puissance ne cesse de diminuer. C'est d'ailleurs assez logique puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, le Canada et ce qui représente aujourd'hui les pays de l'Union européenne et le Japon devaient représenter peut-être quelque chose comme 35% de la population du monde. Je dis ça à la louche, hein, c'est peut-être pas précis, mais c'est certainement entre 30 et 40%. Et aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 12%. Donc, le déclin démographique relatif par rapport à la puissance démographique de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, je n'ai pas parlé non plus du Pakistan et du Bangladesh, ni de l'Iran, dont je n'ai pas parlé, mais qui là aussi tous ces pays sont en fait derrière la Russie, eh bien ça veut dire que le monde vraiment a basculé, que le monde bascule, et qu'il serait fort avisé que la France se retire de cette alliance qui est perçue comme de plus en plus agressive dans le monde et qui est de moins en moins suivie. Parce que s'il y a tous ces pays qui se soustraient aux États-Unis, même l'Arabie saoudite, même les Émirats arabes unis, même Israël, même le Brésil, même le Mexique, etc., ça veut dire que de plus en plus de pays du monde ne supportent plus l'impérialisme américain qui veut absolument faire régner son ordre partout sur Terre. Donc je pense que nous sommes dans une phase de changement, de basculement du monde réellement très importante, avec tous les dangers que ça peut représenter, puisque ça pourrait déraper jusqu'à des guerres nucléaires, mais qui est porteur aussi, je l'espère du moins, d'un monde du XXIe siècle qui deviendra un monde plus apaisé,
où il n'y aura pas de pays qui voudra être le roi du monde, si je peux dire cette expression. Vive la République et vive la France.